plus B au carré. Aussi, identité à l'ordre 3 de A plus B est égale à A plus B fois A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc, c'est A plus B au cube, c'est A plus B au carré multiplié par A plus B, qui sera égal, donc si vous allez distribuer, vous allez obtenir l'expression finale, il y a A au cube plus 3 fois A au carré de B, plus 3 fois A B au carré plus B au cube. On peut même calculer l'identité A plus B puissance 4. Donc, c'est A plus B puissance 3 qu'on a retrouvé précédent, multiplié par A plus B. Mais, quand c'est au-delà de puissance 4, on peut faire A puissance 5, A plus B puissance 5, A plus B puissance 6. Mais, si on veut généraliser A plus B puissance 1, là, on va utiliser la formule du binôme de Newton. Donc, quand il s'agit d'une somme soulevée à 1 puissance, et qu'on a puissance à un degré petit, on peut le faire manuellement. Ça va prendre quelques lignes de calcul. Mais tant que la puissance va augmenter, le calcul va devenir plus compliqué. Pour cela, Newton propose, bien, retrouve la formule qui généralise pour n dans n, qui est égale à A plus B puissance n, est égale à la somme des CNK qu'on appelle coefficients binomiaux ou bien coefficient du bin fois A puissance K, B puissance N moins K. Qui veut dire, ce qui va changer bien exactement ce qu'on n'a pas, c'est le coefficient binomiaux. Le A, c'est le premier terme de cette somme-là. Le B, c'est le second terme de la somme. On a comme une somme de K variant de 0 à N. Par exemple, le cancan N puissance 4, là vous aurez une expression pour K égale 0, un produit de 3 pour K égale 0, donc c'est N0 plus A puissance 0 plus B puissance N, plus, je varie, je change le K. Et la somme, elle dépend de la constante qui est égale à K. Pour K égale 1, plus K égale 2, plus un produit de 3 K égale à 3, à l'ordre de la. Maintenant, les coefficients binomiaux, on les calcule en utilisant cette formule. Il y a n factoriel sur K factoriel fois n moins K factoriel. Bonjour madame. Oui. Je peux vous demander où je vois le cas? Oui. Le cas, c'est un compteur, c'est un indice de la somme. Vous voyez le compteur qui varie comme si vous avez un compteur, une somme de plusieurs termes. C'est un seul terme qui dépend de K. قلت المتتاليات déjà. Oui. Voilà, c'est le même principe. C'est une suite qui varie de 0 à n. Ou à chaque fois, oui. Par exemple, ناخدو A plus B. ماشي A plus B. Voilà, هذا نحسبوا هذا نقولوا الآن نديروه نقولوا je sais pas 8. 8, oui. مثلا هنايا le cas ça va être quoi? Le cas est égal de 0 à 8. معناتها هذه la somme qui vous allez la décortiquer. ماشي 0, il varie. Le cas il change de 0 à 8. K égale 0, عندي une expression plus K égale, quand K égale à 1, هذا le produit de 3, il va changer. On additionne. Ok, merci madame. Voilà, merci. Voilà, de rien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est coefficients binomiaux, le CNK. Vous avez deux méthodes de les faire, soit en utilisant le factoriel. La formule, c'est n factoriel sur K factoriel fois n moins K factoriel. Ou bien, il y a la méthode du triangle de Pascal, en utilisant le triangle de Pascal qui est comme suit. Comme le triangle de Pascal, vous allez mettre les n, les valeurs de n qui varient. Par là, j'ai pris un tableau de 0 à, j'ai complété les valeurs de 0 à 3. Et vous pouvez le faire pour n, n'importe quelle valeur n variant de 0 à
l'infini. Donc, le n varie de 0 à 6, le k variant de 0 à 6. Alors, toujours, le triangle de Pascal, vous avez la colonne de 0, elle contient toujours des 1. Aussi, il y a la ligne, on l'appelle les matrices, on l'appelle, vous remarquez que c'est un tableau croisé, n et k, et le est symétrique, c'est-à-dire les mêmes nombres de lignes ou un même nombre de colonnes. La diagonale, elle contient aussi des 1. Maintenant, comment compléter ou bien comment retrouver le reste du tableau? On a la première colonne est 1, quel que soit le n, toujours compléter ou bien 1. Et la diagonale, qu'on fait des 1. Maintenant, le 2, comment la retrouver? C'est la somme de 1 plus 1 est égale à 2. Le 3, c'est 1 plus 2 égale à 3. 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant, on va revoir pour 4, 5 et 6. On a au-dessous toujours le 1. Toujours dans la colonne de 0, vous mettez au-dessous des 1. Et là, cette diagonale, c'est des 1. Maintenant, comment compléter le reste? On a pour n égale 4. On a le 1. Vous allez dire c'est 1 plus 3. Vous allez mettre ici un 4. 3 plus 3 égale à 6, et 3 plus 1 est égal à 4. Voilà. Donc, 1 plus 3 égale à 4, 3 plus 3 égale 6, 3 plus 1 est égal à 4. Donc, je répète, le triangle de Pascal, le but c'est de retrouver les différentes valeurs du coefficient binomial, le CNK. Soit on les calcule en utilisant la formule écrite précédemment, il y a 1 factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, ou bien le tableau suivant qui est simple à retrouver. Voilà, pour n égale 5, par exemple, le 10, c'est 6 plus 4. Le 20 pour n égale 6 et k égale 3, c'est 10 plus 10. Le 6 est égal à 5 plus 1 est égal à 6. Donc, voici ici quelques exemples. On a le C5,2. On peut prendre une feuille et un stylo et faire les calculs en utilisant la formule. Comme on peut retrouver directement du tableau, le 5, la valeur du n. Toujours, c'est nk. Maintenant, n est égal à 5 et k est égal à 2. Vous cherchez le tableau, n égale 5 et k égale 2, donc est égal à 10. C3, 4, donc n égale 4 et k égale 3, n 4 et k égale 3, la valeur est égale à 4. Coefficient C6, 3, donc 1, 6 et k, 3 est égal à 20. Voilà. Donc ici, vous avez le triangle de Pascal jusqu'à n est égal à 12. Voilà, remarquez toujours le n de 0 à 12. Comme toujours, la première colonne, c'est le 0 fait 1. Et celle-ci, c'est des 0. Et le reste, c'est la somme des deux valeurs précédentes à n-1. Un exemple d'application. Donc là, développer x plus 2 puissance au cube. Donc là, auparavant, quand vous étiez au lycée, comment développer ça? Ce qu'on va faire, c'est c'est x plus 2 au carré multiplié par x plus 2. Vous allez distribuer le x plus 2 au carré, ce que vous allez retrouver par x plus 2. Et là, on va utiliser la formule du bilan de Newton. Donc la formule est la suivante, qu'on a vu déjà auparavant. Maintenant, le A est égal à x et le B est égal à 2 et l'ordre de calcul, n est égal à 2, plutôt à 3. Donc le K, c'est une somme de 0 à 3. Alors, ce que je vais compléter n, a et b. Maintenant, c'est 3k, xk, 2 puissance 3 moins k. Maintenant, voilà, on décortique la somme. Le k, il varie là, le k pour 0, k pour 1, k pour 2 et k pour 3. Pourquoi? Parce que la somme varie de 0 à 3. Donc, il est C3 de 0, x0, 2 puissance 3.
Vous remplacez là, 3 moins 0, c'est 3. Pour k égale 1, c'est 3,1, x1, 2 puissance 3 moins 1 est égal à, voilà, 2. Ainsi de suite. Donc là, entre parenthèses, toujours, vous remarquez que la puissance de A, il y a A puissance K, d'une somme à une somme, elle va augmenter. Elle est 0, 1, 2, 3. Et l'inverse, B va diminuer, تبدا من maximal وتهبط. Donc N doit 3, 2, 1 et 0. Maintenant, pour retrouver les coefficients binomiaux, vous allez utiliser le tableau précédent. C3,0, معناتها تروحوا N. مدام Oui. علاش الان تهبط؟ Quel N le slide هذا؟ تهبط. Attendez. Et le N-K هي تاع le B. Voilà. C'est la puissance de B. Non, c'est la puissance du B. Ah oui, d'accord. Il va diminuer. Et la puissance du A va augmenter. Non. Maintenant, comment retrouver ça? C3,1, C3,2, C3,3. Donc là, le N est égal à 3. Et on va... Voilà, pour N égale à 3, C3,0 est égal à 1, C3,1 est égal à 3, C3,2 est égal à 3 et C3,3 est égal à 1. Donc, on a dit C3,0, elle est connue. Vous aviez toujours CN0, quelle que soit la valeur de N, est égale toujours à 1. Voilà, c'est la première colonne du tableau. Pour 0, quel que soit 1, c'est toujours 1. Donc là, c'est 1, x0 puissance 0, c'est 1. Donc 2 puissance 3 est égal à 8. Donc C3,1, c'est 3. 3 fois 4 fait 12, 12 fois x, etc. Donc ça, c'était la partie binôme de Newton, la formule et... Oui. Si on fait le 2, c'est le A et le X, c'est le B. C'est la même chose parce que la somme est la somme est commutative. Okay. X plus 2 ou 2 plus X. Il faut uniquement faire attention quand vous allez distribuer la somme. On l'a décortiquée. Ok. Madame. Oui. Est-ce que toujours le K est égal à 0? Le cas دايما تبدا من 0 حتى ل n. C'est le tableau aussi. Le tableau dit ça. Voilà, tableau du triangle de Pascal. Toujours de 0 à n. Le cas aussi de 0 à n. D'accord. Madame. Oui. Est-ce qu'on peut نحسبوا ces Kn de la calculatrice? Entre parenthèses, j'en ai parlé déjà aux étudiants. Mes groupes, la calculatrice est interdite le jour de l'examen. Donc, prenez vos précautions. Examen de maths. Si ça nécessite des calculs de la calculatrice, on va vous donner la valeur à utiliser. Merci. Oui. Alors, ça, c'était la dernière partie du premier chapitre. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ça, bilan de Newton, le triangle de Pascal, on va passer directement au chapitre 3. Le chapitre des études de fonction, la continuité, limite, continuité, dérivabilité. Madame, ça c'est la leçon qu'on a ratée la dernière fois. Le cours qui a été programmé en ligne. J'ai refait. C'est dimanche à 11h. Aussi, c'était le jour férié de Yanaï. Normalement, on devait faire ça. Et en même temps, dimanche à 11h, il y avait un problème. Donc, le Google Meet n'a pas fonctionné. Et maintenant, je suis en train de répéter. Pas de questions sur ça? Non. Voilà. Non.
est-ce que vous avez le chapitre 3 sur votre écran qui apparaît, fonction réelle d'une variable réelle? Est-il affiché? Oui. Oui, madame. Voilà. Donc, fonction réelle d'une variable réelle. Pour les années passées, on définissait le chapitre Adam, sinon limite, continuité et dérivabilité. Donc, le premier point dans ce chapitre, c'est la limite. Donc, définition et généralité. C'est quoi une fonction? Donc, vous avez cette allure, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a fait une petite expérience. On a prélevé les différentes températures durant une journée, durant 24 heures. Donc, l'heure va varier au cours de 24 heures, c'est de 0 à 24. Et la température, c'est un intervalle entre moins 4 et 5. Si je vais vous demander, donc là, entre parenthèses, l'axe des X, c'est les heures, et l'axe des Y, ce qui varie, c'est la température, et en degrés Celsius. Donc, si on veut plutôt retrouver la température à midi, graphiquement, c'est simple. C'est, oui. Alors, la température à midi, comment retrouver l'axe des X, midi, on projette et on dit que la température est de 3 degrés. De même, la maximale, elle est à 16 heures. Et là, la température, elle est égale à 5 degrés. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque rapidement? On remarque que pour chaque X, le X, pour chaque valeur de X, elle a une seule valeur de Y. Voilà. Donc la température est de 3 degrés à midi. Et à 16 heures, la température est de 5 degrés. Alors, midi, on dit que Ada midi, c'est des antécédents. Et les images, c'est les valeurs retrouvées de Y, 3 et 5. Donc, quand on veut lire, comment lire? On dit que 12 a pour image 3, ou bien l'image de 12 est 3, et 3 admet comme antécédent la valeur 12. Donc, mathématiquement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les valeurs qui sont sur l'axe des X, c'est des antécédents, et les valeurs retrouvées sur l'axe des Y, c'est des images. Mathématiquement, comment écrire? On dit que f de 12 est égal à 3. C'est le f de X qui est égal à Y. Donc, f de 16 est égal à 5. Donc là, la définition d'une fonction, définir une fonction f, c'est associé à tout nombre x un unique nombre réel noté f de x. Maintenant, pour chaque valeur de x, donc chaque valeur de x a un f de x. Il est unique. Une autre définition mathématique, donc une fonction est une correspondance de u. Donc c'est une partie, Alors, donc, une fonction est une correspondance de U qui est inclue dans R. Donc, F est une partie de R dans R. Vous avez le cours. Le cours n'est pas partagé. Voilà, attendez. Il y avait un problème de connexion, je repartage. C'est bon? C'est réglé? Oui, c'est réglé. Oui, c'est bon. Donc, une fonction est une correspondance de U inclus dans R qui est associée à tout élément X au plus. Donc, au maximum, une valeur. Chaque X admet un élément Y. On appelle X antécédent de Y et Y l'image de X par la fonction F. Et on note, donc F
définie dans une partie U qui est inclue dans R, et f de x est égal à y. Donc, une fonction, c'est une application pour laquelle on associe chaque nombre x, une unique valeur y liée à f de x. Les x, on les appelle des antécédents, et les y, c'est des images de x par f. Donc, image, on parle d'image, on a dit les images, c'est les y. Une seule image, c'est une seule valeur. Et l'ensemble des images, c'est un intervalle. Donc, l'ensemble d'une fonction et l'ensemble des valeurs de la variable y qui correspondent à au moins une valeur. Donc, au moins une, 2, 3 au maximum, plutôt. 1, 2, 3 au max. Prise dans le domaine de définition. Par exemple, vous aviez l'ensemble d'images de la fonction f liée à f de x est égal à x2. L'ensemble d'images, c'est entre 0 plus l'infini. La fonction sinus, l'ensemble des images, c'est moins 1a. Et la fonction ln de x, entre moins l'infini plus l'infini. Donc, l'ensemble des images, c'est f. Bon. Voilà. C'est f dans l'ensemble de définition. D'accord. Maintenant, on passe à composé d'une fonction. Donc, la composée d'une fonction, c'est on la note f rang g de x, qui est égal à f de g de x. Maintenant, f rang g, comment le calculer? C'est f de g de x, qui veut dire que vous remplacez votre x de la fonction f par la fonction g de x. Donc, pour ne pas traîner cette notation-là, je peux noter h de x qui est égal à f rang g ou la f g de x. Donc, ces deux notations, c'est les mêmes, dire f rang g ou f de g de x. Et l'inverse, f rang g est différent de g rang f. Si on nous demande de calculer, par exemple, g rang de f, le loi sera égal g de f de x. Un exemple, donc vous aviez la fonction f est égale à 2x plus 3, la fonction g de x égale à 4x plus 7. On veut retrouver h de x, f de g de x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fonction f et on remplace le x par g de x. Donc, h de x sera égal à 2 fois, au lieu x, c'est un g de x, qui est égal à 4x plus 7, plus 3. Voilà. On va distribuer. Donc, 8x plus 14 plus 3 est égal à 8x plus... Donc, 8x plus 17. Je vous rappelle que si on voulait calculer k de x, il y a g rang de f, donc g de f de x. Là, vous allez prendre votre fonction g, vous remplacez x par 2x plus 3. Ce qui veut dire que f rang g est différent de g rang f. Vous n'allez pas retrouver la même expression au final. Pas de questions jusque-là? Non. Non, non. Non, madame, il n'y a pas de question. Donc là, la définition mathématique d'une composée de fonctions. Donc, soit f, c'est une fonction en ayant son domaine de définition, c'est dans R. J'ai aussi, il y a un micro allumé, s'il vous plaît, éteignez-le. Et j'ai une fonction définie sur un domaine de définition de G. On suppose que le domaine d'image de f est inclus dans DG. Et G rang f, on le lit, voilà, on lit G rang de f pour tout x dans le domaine de définition de D de f. Donc, G rang f est égal à G de f de x. Et la fonction G rang f s'appelle la fonction composée de f par G. Donc, je donnais d'abord l'exemple, après j'ai lancé la définition. Donc, ça, c'était la définition mathématique de fonction composée, ou bien composée de fonctions. Maintenant, on va voir quelques propriétés fondamentales des fonctions. Donc, fonction majorée, minorée et bornée. Donc, ces trois termes-là,
ne sont pas nouveaux pour vous. On a vu dans le chapitre précédent, c'est quoi maximum, minimum, majorant, l'ensemble des majorants et vice-versa pour minorer. Donc, quand il y a ou bien l'admet minimum, voilà, minimum, l'ensemble des minorants, là, etc. Dire une fonction bornée si elle est majorée et minorée. Donc, ça, c'était un petit rappel. Première définition, on a deux fonctions f et g définies sur un même ensemble de définitions d. Alors, si f est supérieur ou égal à g, donc f est supérieur ou égal à g, si et seulement si f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc, f est positif si et seulement si f on dit une valeur alpha dans R, x est égal à alpha. Donc, quelle que soit la valeur de x dans le domaine de définition, f de x toujours, elle est représentée par une droite à un certain niveau alpha qui est dans R. La fonction f est dite nulle si et seulement si f de x est égal à 0. Maintenant, la f est majorée s'il existe un majorant qu'on note grand M appartenant à R, quel que soit x dans D de f, vous avez f de x inférieur ou égal à cet majorant-là. La fonction est minorée s'il existe un petit m ou le minorant qui est dans R et f de x supérieur ou égal à m. La fonction est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Donc f de x est inférieur ou égal à m et supérieur ou égal à petit m. Ou bien une autre écriture, où vous mettez f de x en valeur absolue inférieure ou égale à grand K. Donc c'est la même chose. Au lieu d'un ensemble, là, c'est des fonctions. Donc maintenant, c'est quoi une fonction paire? Si on veut vérifier graphiquement une fonction est paire, donc la fonction est paire si elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En faisant les calculs, on doit vérifier cette relation. Donc, quel que soit x dans le domaine de définition, l'intervalle x elle appartient à l'intervalle de définition. Le moins x aussi est dans cet intervalle. Il faut vérifier que f de moins x est égal à f de x. Maintenant, comme une fonction comme par exemple 2x plus 3, vous allez remplacer le x par moins x. Il faut s'arranger pour qu'à la fin, vous allez retrouver un f de x. La fonction est impaire si le f de moins x est égal à moins f de x. Et graphiquement, la fonction est impaire si elle est symétrique par rapport à l'origine, donc par rapport au point 0. Donc, voici quelques exemples de fonctions paires et impaires. Vous aviez la fonction x puissance 2n, c'est une fonction paire, comme la puissance est paire, 2n, et x 2n plus 1 est une fonction impaire. Un autre exemple, la fonction cosinus, c'est une fonction paire, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Maintenant, donc c'était une petite introduction. On passe aux limites. Donc, quand on dit, on calcule la limite dans un voisinage. La limite, vous écrivez limite x tend vers une valeur. Donc, x tend vers 0, x tend vers 1, comme x peut tendre vers l'infini. Dire l'infini, donc c'est plus ou moins l'infini. Quand on dit x tend vers une valeur, en réalité, c'est pas exactement la valeur x0 donnée. Mais on cherche la limite dans un voisinage. Le voisinage maintenant proche de x0. Donc là, la figure, c'est une représentation d'un voisinage d'un point. Donc là, on a agrandi, mais en réalité, là, on a le x0, mais on veut retrouver la limite sur cette partie-là, sur cet intervalle, x0 moins epsilon et x0 plus epsilon. Le epsilon, c'est une valeur aussi petite qui est proche de 0. Donc, par abus d'écriture, on dit qu'on calcule la limite au voisinage de x0. Donc, je maintiens un voisinage. Le voisinage, c'est
cet intervalle-là, x0 moins epsilon et x0 plus epsilon. Donc, c'est pas uniquement en ce point-là, mais c'est aux alentours de ce point-là. La limite se calcule. J'ai pas compris. Voilà. Le voisinage, c'est quoi? C'est quand vous dites on calcule la limite, bien on vous demande de calculer la limite. On a un point x qui tend vers un point, x0. C'est ça. J'ai pas entendu. Qui parlait? Jalal ou là, je ne sais pas. Yaoul. Genre, madame, Jidal. Vous voulez dire Oui. qu'on fait une limite, ما نديروش بهذاك le point, genre, بالتقريب نديرو هذاك le point. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord, merci. Voilà, merci. Donc, je répète, on calcule la limite en réalité, non pas le point, mais aux alentours de ce point-là, presque proche de x0. Tellement le epsilon est petit proche de x0, on se permet de dire que la limite tourne directement vers ce point-là. Mais en réalité, c'est pas en ce point-là, mais c'est aux alentours de lui. Donc, l'intervalle défini par x0 moins epsilon et x0 plus epsilon. Donc, les limites. Donc là, c'est ce qui est noté ici, définition 1, c'est une définition théorique. Donc, d'habitude, quand vous calculez les limites, vous utilisez les différentes moyennes. Par exemple, méthode. Par exemple, vous avez un quotient ou une racine. Vous allez multiplier et diviser par son conjugué, ou par le mot en arabe. Ou bien, je ne sais pas, si vous avez un produit de polynôme, vous allez décortiquer le polynôme ou la mettre un facteur en commun pour simplifier. Donc là, c'était des méthodes de calcul simples. Mais si on vous demande de prouver que la limite d'une fonction est égale à L, la limite d'une fonction f de x est égale à 2. Au voisinage de x0 est égal à 3. Dans ce cas, il faut utiliser cette définition théorique. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel que soit epsilon positif, il existe un alpha. Là, on veut retrouver ce alpha-là, tel que le x moins x0 inférieur à alpha. Cela implique que f de x moins L inférieur à epsilon. C'est la limite dans le cas où f de x, la limite est égale à L au voisinage de x0. Donc, c'est une limite finie. Maintenant, la valeur de L, elle existe, un voisinage de x0. Donc, on va voir un exemple d'application. Et autre chose, je ne vais pas vous faire les différents calculs, plutôt les différents cas. Parce qu'il y a plusieurs cas de calcul de limite. Avec l'exemple. On vous donne ça. Oui. Le voisinage, c'est 1. Voilà, c'est 1. Ok. Quand on calcule la limite, on a point 1. Donc, on a le en réalité, c'est pas ce point là le 1. نقصيلو شوية وزيدولو شوية 1,00 et 0,00 presque de 1. C'est autour. Voilà. Donc, on vous a montré ce qui se cache après cette notation. X tend vers 1. Et là, le cas, si je vous demande de montrer, là, vous n'allez pas remplacer, on vous a donné le résultat est égal à 1 de cette limite-là. Comment faire cette démonstration? Bien, comment prouver que la limite de 3x moins 2 au voisinage de 1 est égale à 1? Vous allez utiliser la définition citée qui est au-dessous. Elle est réécrite là. Donc, j'ouvre une parenthèse. Quand vous allez voir votre cours, vous allez retrouver qu'il y en a plusieurs cas et plusieurs définitions. Là, la limite qui compte x tend vers l'infini ou la limite qu'on est égale à L, il y a une autre définition. Du coup, plus l'infini, la limite plus ou la moins l'infini, c'est une autre définition. Mais moi, personnellement, je ne vais pas traiter tous les cas ici. Vous allez les voir, mais c'est pas la peine de trop les utiliser ou là, vous allez vous casser la tête sur ça. Parce que déjà, premièrement, la série, il n'y a pas d'exercice sur ça.
mais pour vous encombrer le cours par les trucs théoriques, donc ça, je vois pas l'utilité. Dès comme un ou deux exemples, c'est tout. C'est le cas qui est limite fini. Donc, si tu vois en flic, donc mettez dans votre tête que quand les différentes définitions, si vous allez appliquer, vous allez utiliser la méthode que je vais voir là. Mais je suis presque sûre 90% que ma cache fait l'examen. Donc, c'est pour cela que je Alors, on reprend. On a cette limite-là, il y a au voisinage de x0 et la limite, elle est finie. On a dit dans ce cas-là, highlight la définition qu'on va utiliser. L'inconnu ici, c'est le epsilon. On a un alpha qui est positif, quel que soit le epsilon positif aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Par définition, on a quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif tel que. Donc, on va remplacer directement. Comme là, x moins x0. Le x0 est égal à 1. Donc, x moins 1, je prends la définition et je remplace par les données que j'ai. On des limites x tend vers x0, maintenant x0 est égal à 1. Le 3x moins 2, c'est mon f de x. Et le 1 est égal à petit n. Pardon. Donc, x moins x0 inférieur à alpha et x moins 1 inférieur à alpha, cela implique que f de x, 3x moins 2 moins 1, donc 3x moins 2 moins 1, sera inférieur à epsilon. Donc, il y a 3x moins 2 moins 1. Il y a 3x moins 3. Je peux mettre le 3 à l'extérieur. 3 est positif, donc pas de valeur absolue. Donc, ça sera 3 fois x moins 1. Par identification à ça, alors qu'est-ce que je veux retrouver? Je veux retrouver ce alpha-là. Il est noir à là. Donc, x moins 1 inférieur à alpha. Donc, on a un 3 valeur absolue de x moins 1. Je vais regarder le x moins 1 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3. Et on est à x moins 1 inférieur à epsilon sur 3. Donc, par identification à ça, qu'est-ce qui est égal à alpha? Le alpha, les lois epsilon sur 3. Et vu que, les hypothèses, quel que soit epsilon, il est positif. Epsilon est positif. Je le sais par hypothèse. Divisé par 3, j'ai pu retrouver, bien, j'ai pu prouver qu'il existe un alpha positif. Donc, le alpha est positif. Maintenant, la limite est égale à 1. Des questions? Alors, je répète. Je sais que c'est nouveau pour vous. Vous n'avez jamais vu ça, mais il faut suivre. Donc, regardez. On nous demande de calculer cette limite-là. Il y a limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à 1. هنستعمل la définition. Quel que soit epsilon positif, epsilon alpha, c'est des petites valeurs presque nulles. Donc, il existe alpha positif, x moins x0 inférieur à alpha. Cela implique que f de x moins l inférieur à epsilon. Comme la définition. Epsilon et les alpha, c'est des hypothèses. Par définition, quel que soit epsilon positif, je cherche l'existence, il existe. Maintenant, je dois le retrouver. Je dois retrouver un alpha positif pour dire que cette limite-là est vraie, elle est égale à 1. Comment faire? Comme une implication. Donc, donc, x moins x0 inférieur à alpha. Le x0 taille, là, il est égal à 1. C'est le voisinage de la limite. Donc, x moins 1 inférieur à alpha. Cela implique que f de x moins l. F de x, c'est 3x moins 2 moins 1. Donc, 3x moins 2 moins 1, c'est 3x moins 3. Je mets le 3 en facteur à l'extérieur. Donc, il y a un 3
fois valeur absolue de x moins 1 qui est inférieure à epsilon. Donc, le passage d'ici à là, inférieur à epsilon. Donc, j'ai simplifié des 3x moins 2 moins 1, ou là, les 3x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon. Remarquez. Là, comme un x moins 1, voilà, le x moins 1 inférieur à alpha. Pardon. Comment le retrouver ici? Bien, comment le faire apparaître? En divisant par 3. Il y a x moins 1 inférieur à alpha. Voilà, le x moins 1 diali. Voilà, ce qui me dérange, il me dérange le 3. Comment l'éliminer? En divisant par 3. Donc, quand je divise, les x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon sur 3. Donc, par identification, le alpha, il est égal à epsilon sur 3. Ou le alpha, il est positif. Oui? Une question? Alors, le alpha est égal à epsilon sur 3. Il est positif, pourquoi? Parce que 3, déjà, il est positif, ou le epsilon compte par définition, quel que soit epsilon, positif. Donc, je peux retrouver la valeur de alpha, telle que alpha positif. Maintenant, la limite vraie, cette limite-là, vaut 1 au voisinage de 1. Lazim, regardez, pour vous simplifier les choses, quand vous avez votre définition, là, x moins x0 inférieur à alpha, lazim à la fin, vous devriez faire apparaître le x moins x0 d'accord. Ou quand on dit par exemple, on a un x moins 3, à la fin, lazim نخرج un x moins 3. Il est inférieur, uniquement avant uniquement le x moins 3 ici. Comme on a fait ici, en laissant uniquement. Donc, le commettre x une erreur في les calculs. Voilà, mais تخرج لك اسكو تبدا من x moins x0 لازم à la fin تخلي هنا un x moins x0 pourquoi باش دير par identification à ça تلقى alpha ديالك. Ou bien sûr, il faut vérifier que mais oui, ça se coupe. Madame, Oui, je peux vous poser une question. bien sûr, oui. Epsilon, est-ce qu'il nous donne ou on va le calculer? Vous ne calculez ni le epsilon ni rien du tout. Le epsilon, c'est vous le posez théoriquement. Juste on Quel que soit epsilon, voilà, quel que soit epsilon positif. C'est une petite valeur presque nulle. Ok. Merci, madame. De rien. Epsilon peut être positif ou négatif, ou bien... Là, quel que soit epsilon positif. Donc, quel que soit... On peut le trouver négatif dans certains exercices. تقدر تلقى le alpha négatif, وعلاش؟ هنا dans ce cadre, la limite n'est pas égale à cette valeur. Pourquoi تلقى le alpha négatif? هنا par exemple, imaginez خرج لي un moins 3. نخلي غير le x moins 1 ici. هنقسم على moins 3. Donc le alpha يكون négatif. D'accord. Ou là, par exemple, je ne sais pas, une fonction. Là, vous gardez, divisez, vous la multipliez par une fonction. Là, vous gardez uniquement la partie positive de cette fonction-là. Mais je ne veux pas vous compliquer trop les choses. Donc, ce qu'il faut retenir, comme cette définition-là, dans le cas, je répète, c'est pour un seul cas. Vous allez rencontrer d'autres définitions dans différents cas. Donc, icône x, x0 fini, est égal à une valeur, où la limite, elle est finie aussi. Pas de questions? Pas pour moi. Non. 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 Non, c'est bon.
Voilà, on va voir maintenant l'unicité de la limite. Donc là, on sait bien quand on calcule des limites, bien quand on calcule la limite d'une fonction, il y a une seule limite. Chaque fonction admet une seule limite. S'il y a deux limites différentes, on dit que la limite de la fonction n'existe pas. C'est ce que veut dire la unicité ici. Donc, dans le cas où f admet L et L', pour limite, donc si f admet deux limites, alors L doit être égale à L'. On dit alors que L est la limite de f en x0 ou que f de x tend vers L quand x tend vers 0. Et on écrit ainsi, limite de f de x est égale à L quand x tend vers x0. Donc là, un rappel de la notation, et c'est quoi l'unicité de la limite? Quelques opérations sur les limites, donc soit de fonctions f et g. Donc, si la limite de f de x est égale à L et la limite de g de x est égale à L', donc la limite de la somme f plus g de x est égale à L plus L'. La limite du produit de fonctions est égale à L fois L'. Et la limite du rapport de f sur g est égale à L sur L'. Bien sûr, g de x doit être différent de 0 et L' doit être non nul. Soit f et g deux fonctions définies au voisinage de x0, telles que limite de f de x dans ce voisinage-là est égale à L, et la limite de g de x est égale à L dans le même voisinage de voie x0. On a la limite de f de x est égale à L, cela implique que la limite de la valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de L. La limite de f de x est égale à 0, au voisinage de x0. Donc, la limite de la valeur absolue de f de x tend vers 0, là est égale à 0. Si f de x supérieur ou égal à 0, donc la limite aussi est supérieure ou égale à 0. Si f de x inférieur ou égal à g de x, donc L, la limite L est inférieure ou égale à L'. Donc là, c'est des propriétés sur les limites de fonctions. Cinquième propriété, si la limite, là, on a deux fonctions f et g, telles que une des deux, là, on a dit que f de x, la limite est égale à 0, au voisinage de x0, et la deuxième fonction g, elle est bornée. Dans cette voisinage, bornée maintenant, elle est minorée et majorée. Cela veut dire que la limite de f fois g est égale à 0 aussi. Donc, voici un exemple. L'exemple, qu'est-ce qu'il dit? Comme on veut calculer la limite de cette fonction x2 fois cosinus 1 sur x, quand x tend vers 0, bien voisinage de x0. Donc là, on ne peut pas. Voilà, parce que la limite de cosinus 1 sur x n'existe pas. Pourquoi n'existe pas? On a vu ça en TD. Comme qu'ils vont vous remplacer 1 sur 0, c'est l'infini. Le cosinus ou la sinus ne sont pas définis au voisinage de l'infini. Donc, ils sont entre moins 1 et 1. On ne peut pas dire que la limite n'existe pas, mais on va utiliser cette propriété. Qu'est-ce qu'elle dit? Si la limite d'une fonction est 0 et l'autre, elle est bornée, donc la limite du produit tend vers 0 aussi. Là, le f tana, par identification à ça, ce qui est égal à 0, la limite, c'est quelle fonction? C'est la fonction x2. Donc, limite de x carré est égale à 0 quand x tend vers 0. Et cette limite-là, cosinus 1 sur x n'existe pas, mais on sait que le cosinus est une fonction bornée. Elle est bornée entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire que une limite tend vers 0, la deuxième fonction, elle est bornée, maintenant la limite tend vers 0. Donc, limite de x2 fois cosinus 1 sur x, là, x tend vers x0, est égal à 0. Donc, sûrement que vous allez utiliser cette propriété dans les différents exercices. Des questions? Madame. Oui. Madame, Oui.
cosinus est borné entre 1 et moins 1. C'est sur l'axe des Y, pas sur l'axe des X. Si معليش ما ايه هي ممكن نقولوا نمدوا المجال تاع entre guillemets. Attendez, la fonction elle est bornée, je m'entends, elle est minorée et majorée. في الكوسينوس la valeur minimale c'est moins 1 et 1. زعما المجال خلاص والو مش عم بالي جو كونفورمي définition ça. Non, voilà. Pardon, je m'excuse. Pardon. Pas de problème. Une autre question. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, fait de la propriété comme un produit de deux fonctions. Pensez à l'utiliser. Dans le cas où, bien sûr, on a machine n'importe quel voisinage qui compte x0 est égal à 0. Uniquement dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. Comme une des deux fonctions, la limite est nulle, l'autre est bornée. Le produit de limite est égal à 0 aussi. Alors, limite à droite et la limite à gauche. Donc, des fois, on a une fonction qui est définie sur deux parties d'intervalle. Donc, elle est définie par une expression sur un intervalle et une autre expression sur un intervalle. Je veux calculer la limite de cette fonction-là. Donc là, je calcule la limite par valeur inférieure, maintenant la limite à gauche, et la limite par valeur supérieure, la limite à droite. Et la limite, elle existe, on a dans le cas où elle est unique. Maintenant, la limite à gauche, elle est une limite à droite. Et cette limite-là doit être égale. Et dans ce cas, la limite, elle existe. Il y a deux limites différentes, donc la limite n'existe pas. Donc là, on va balancer la définition d'une limite à droite en x0. Toujours, on est d'un voisinage qui est fini les lois x0. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha, quel que soit x dans cet intervalle-là, x0, x0 plus alpha, cela implique que f de x moins l en valeur absolue est inférieur à epsilon. Donc la notation d'une limite à droite, donc soit vous mettez le signe supérieur, ou bien vous mettez le plus. Donc hadi désigne limite à droite d'une fonction. Donc, de même, f est une fonction définie sur un intervalle ax0. F admet L pour limite à gauche en x0 lorsque, là, ce qui va changer, c'est la forme de l'intervalle x0 moins alpha, x0 fermé. Cela implique que f de x moins L inférieur à epsilon. Donc, la limite à gauche, soit vous mettez le signe inférieur ou bien le signe moins. Donc, remarque, on dit que f admet une limite en un point si la limite de f de x par valeur supérieure est égale à L et la limite de f de x par valeur inférieure est égale à L aussi. Dans le cas où limite à droite est différente de la limite à gauche, c'est-à-dire on a deux limites différentes, dans ce cas, f, la limite de x n'existe pas. Un exemple. Donc, vous aviez la fonction f de x définie par 2 sur cette partie-là, 0, 1, 0 inclus. Entre 1 et 2 est égal à 1 demi. En point là, x est égal à 1, la limite est égale à 1. Donc là, on va calculer la limite en quel point? On va le faire au point A. Là où il a dit la discontinuité. Donc, la limite par valeur supérieure est égale à 0, 1, 1, 2. Entre 0, 1, elle vaut 2, maintenant la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Voilà. Alors, f de x est égal à 1 demi quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Et là, c'est faux, c'est égal à 2, erreur de frappe. Limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à 2 par valeur inférieure. Et la limite vaut 1 au point x est égal à 1.
On a deux limites différentes. Un demi par valeur supérieure et la limite vaut 2 par valeur inférieure. Donc la limite n'existe pas. Là, je répète, c'est 2, c'est pas 1. Un autre exemple. F de x est égal à x ln de x si x est positif. Et f de x est égal à exponentielle de x si x est inférieur ou égal à 0. Donc, la limite par valeur supérieure, c'est la limite de x ln de x. Et par valeur inférieure, je remplace par exponentielle dans l'exponentielle de x au point 0. Donc, là aussi, deux limites différentes. Donc, la limite n'existe pas. Alors, on s'arrête ici. On a dépassé déjà l'heure et on poursuit l'après-midi, Inch'Allah. On va voir les limites quand x tend vers plus ou moins l'infini. À Pas quelle de heure? questions? À 1h. 1h, 2h. Merci.